tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et il s'agit de mon bilan lecture du mois de septembre qui sera beaucoup moins conséquent que le dernier bilan lecture qui faisait presque 1 heure sur ma chaîne. Ne vous inquiétez pas, j'ai bien retenu la leçon, je ne ferai plus jamais cette erreur. Même si j'en venais à lire 8 livres dans un mois, je ferai une vidéo au bout de 4 livres lus dans le mois. Même si ça m'arrive jamais de lire 8 livres dans un mois, mais sait-on jamais, en tout cas je ne ferai plus la même erreur de faire un bilan lecture aussi conséquent, aussi énorme. Et celui-ci sera beaucoup plus court puisque je n'ai lu que 3 livres au mois de septembre. Et oui, seulement 3 livres. 3 livres de genres totalement différents et 2 services presse et un livre que j'ai emprunté à la bibliothèque, ce qui fait que je ne possède aucun de ces 3 livres en format physique. Je ne les ai lus que en format numérique pour les 2 services presse, c'est donc celui que j'ai dû rendre à la bibliothèque puisqu'il allait dépasser la date limite pour être rendu. Du coup, je vous propose de commencer tout de suite avec les 2 services presse que j'ai lus. À commencer par Les choses immobiles de Michael Roche, publié aux éditions Nemos dans leur label Mu. Michael Roche, c'est un auteur que j'avais déjà eu l'occasion de découvrir dans un roman très court qu'il avait écrit il y a maintenant quelques années qui s'appelle Moi Peter Pan. C'est un auteur que j'ai beaucoup aimé découvrir dans ce roman très court qui m'avait beaucoup marqué à ce moment-là par rapport à la psychologie des personnages dans ce roman et surtout par rapport à la plume de l'auteur que j'avais trouvé très poétique et vraiment très belle. Et du coup, c'est pour ça que quand j'ai vu sur la présentation des nouveautés des éditions Nemos, Les choses immobiles, le nouveau roman de Michael Roche, je me suis précipitée pour leur demander un service presse. Ils me l'ont donc envoyé en format numérique. Et dans cette histoire, on va suivre Charles qui rentre en Martinique, donc son île natale, après avoir perdu son père pour retrouver son frère avec qui il a des relations assez compliquées. Et sauf que quand il revient en Martinique, il découvre que l'île est en pleine guerre civile puisqu'elle estime que la France ne fait plus rien pour aider la Martinique, qui fait face à un bouleversement écologique et social. Et du coup, il va devoir se lancer corps et âme dans cette guerre civile s'il veut pouvoir s'adapter à ce nouvel environnement de l'île qui ne ressemble plus en rien à ce qu'il avait pu connaître auparavant. Et surtout pour essayer de renouer avec son frère. De ce que j'ai pensé de ce roman, c'est une très bonne lecture. Déjà, ce n'est pas un coup de cœur, ça frôle vraiment le coup de cœur pour moi. J'ai pu totalement retrouver ce que j'avais aimé dans la plume de Michael Roche, dans Moi Peter Pan. C'est vraiment ce côté très poétique dans la narration. Alors c'est écrit à la première personne du singulier, mais Charles utilise très souvent le pronom tu dans la narration. Et c'est vrai que je n'ai pas du tout l'habitude de trouver ce pronom dans les romans que je lis. Pour moi, c'est surtout dans les romans dont vous êtes le héros qu'on utilise le pronom tu ou vous. Et du coup, c'était assez étrange pour moi par moment de voir aussi souvent le pronom tu, même plus utilisé que le je finalement, quand il s'adresse du coup par ses pensées, par les descriptions à son frère ou aux autres personnages qu'il croise. Il utilise du coup quasiment tout le temps tu, même dans ses descriptions, dans ses pensées. Et du coup, oui, c'était très étrange pour moi de retrouver cette forme de narration-là. En revanche, je me suis totalement faite par rapport au style d'écriture de Michael Roche qui est, comme je le disais, toujours aussi poétique, aussi beau, aussi soutenu. Et pourtant, lorsque l'on passe au dialogue, on a un registre beaucoup plus violent, beaucoup plus brut, beaucoup plus familier, puisque les personnages évoluent du coup dans un contexte de guerre civile, donc un milieu violent, puisque notamment le frère de Charles, qui est finalement le personnage qu'il côtoie le plus, est vraiment plongé au cœur de cette révolution-là. Et du coup, il a tout le temps, il doit tout le temps faire face à vraiment une violence dans les propos de son frère, mais aussi dans leur agissement. Et du coup, ça rejoint les dialogues des personnages
Pour autant, je trouve que lorsque les personnages s'expriment, on arrivait très bien à discerner chaque personnage juste par leur dialogue, et ça c'est vraiment un très bon point pour moi, ça m'a vraiment permis de m'attacher davantage à eux, notamment à Charles et à son frère, qui est la relation principale dans ce roman-ci. D'ailleurs, quand on voit ces deux silhouettes au centre de la couverture, sur le coup, je me rappelle m'être demandé si ce n'était pas plutôt Charles et la future relation amoureuse qu'il aurait pu développer avec le tag LGBT qui était mentionné dans la présentation du roman, qui m'avait assez surprise du coup, puisque je me demandais comment l'auteur allait pouvoir développer une romance dans un contexte de guerre civile aussi violente, quoi. C'est un roman d'anticipation, je ne l'ai pas précisé, donc c'est un roman d'anticipation. Il n'y a pas eu de guerre civile en Martinique, mais c'est dans l'idée, et si la Martinique se retournait contre la France, qu'est-ce qui se passerait du coup? Et du coup, je m'étais dit, dans un one-shot, réussir à tisser une relation amoureuse en pleine guerre civile, comment l'auteur va-t-il faire pour faire évoluer cette relation-là? Et du coup, ça m'avait aussi intriguée pour ça. Et en fait, oui, il est effectivement question de LGBT. Charles va rencontrer un personnage masculin secondaire avec qui il va avoir surtout une attirance physique en premier lieu. Après, ils vont commencer à s'intéresser l'un à l'autre et de fil en aiguille finir par une aventure d'un soir. Mais ça ne va pas plus loin qu'une aventure d'un soir pour cette romance-ci, et je ne veux pas en dire plus que ça parce que en fait chaque relation dans ce roman est très importante pour l'évolution de Charles, en fait, que ce soit celle-ci, celle avec son frère, celle avec la petite amie de son frère avec qui il a des sentiments aussi, et une autre femme qu'il rencontre qui est, on va dire, la relation la plus probable qu'il puisse aller le plus loin possible, sauf qu'en fait Charles, dans cette guerre civile, va totalement être détruit finalement par la violence et par le fait que son frère veut toujours le pousser à aller plus loin dans cette violence-là, à vraiment s'engager dans cette rébellion. Ce que Charles ne veut pas forcément, lui, il voulait juste retourner en Amérique après l'enterrement de son père. Et là-dessus, c'est aussi une sixième sorte de relation que je ne peux pas développer plus, puisque c'est vraiment un point très fort du roman, je trouve, et que on a des doutes tout au long sur cette vérité, sur la relation qu'il y a eu au sein de cette famille. Et on a des doutes tout le long du roman, et une fois que c'est confirmé, ça reste quand même un choc par la manière dont c'est amené, en fait, par rapport aux souvenirs de Charles, par rapport à ce qu'il vit actuellement, et par rapport à ce qu'il se souvient, et par rapport aussi aux souvenirs dont il parle avec son frère. C'est tout un cheminement qui conduit finalement à cette révélation-là de ce qui a pu se passer au sein de cette famille. Et c'est très bien fait, c'est vraiment très très bien fait. Chaque relation sont plus ou moins liées entre elles et développe vraiment le personnage de Charles. Mais pas seulement le personnage de Charles, les autres personnages évoluent aussi autour de lui. Et c'est vraiment un roman que je ne peux que vous conseiller de lire, que je vous invite vraiment à vous procurer si vous en avez l'occasion. Je ne le mettrai pas entre toutes les mains non plus, puisque c'est quand même par rapport aussi au style de narration qui est assez particulier. Je ne l'ai pas précisé, mais c'est vrai que l'auteur insère du créole aussi dans son livre, et ça c'est une chose très importante que j'ai beaucoup aimé retrouver. Pour ceux qui ne le savent pas forcément, j'ai vécu pendant 3 ans en Guyane, donc de mes 6 ans jusqu'à mes 9 ans, et en fait en Guyane on n'apprenait pas les fables de La Fontaine à l'école primaire, mais les poèmes de Aimé Césaire, et aussi des chansons et des poèmes en créole. Alors ne me demandez pas de vous citer un traître mot en créole, j'ai absolument tout oublié du créole, et c'est assez dommage en soi, mais tout comme j'ai tout oublié de l'italien alors que j'ai fait 4 ans d'italien en collège. Mais voilà,
C'est dommage, mais c'est des langues que je n'ai pas continué à apprendre par la suite. Et du coup, j'étais très contente de retrouver du créole. Ça m'a vraiment rappelé, moi, mes souvenirs de Guyane. Et je trouve que ça apporte vraiment un plus à l'ambiance du roman, en plus du fait que j'étais davantage plongée dans l'ambiance de la Martinique avec les personnages, notamment aussi, qui parfois s'exprimaient aussi avec des petits bouts d'expression de créole. Mais du coup, voilà, ça peut plaire à certains, ça peut ne pas plaire à d'autres. Mais si vous en avez l'occasion, je vous encourage vraiment à vous procurer sur ce roman-ci, surtout que ça fait partie de la collection Mu, qui est une collection que j'aime beaucoup, qui propose toujours des romans sur des sujets de réflexion, que ce soit politique, sociaux, écologiques, philosophique, ce que vous voulez. C'est toujours hyper bien mené dans ces romans-ci, d'une manière qui est souvent très originale, qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les romans. Et vraiment, je vous encourage à découvrir les romans de cette collection-ci, et notamment La Plume de Michael Broche grâce à ce roman-ci. Et si vous avez peur de tout l'aspect politique, Martinique, si vous connaissez pas trop tout ça, et la violence dont je vous ai parlé par rapport à ce que vivent les personnages dans les livres, je vous encourage à lire en premier, moi, Peter Pan, du coup. Mais voilà, c'est vraiment un auteur que je ne peux que vous encourager de découvrir. Ensuite, mon autre service presse que j'ai lu, c'est Syned V1.0 Supernova, écrit par Sandrine Alingbo, qui est une amie de Twitter qui a auto-publié son livre, qui galère vraiment à trouver des chroniqueurs. Donc si vous tenez un blog, une chaîne Booktube, si vous écrivez des chroniques ou si vous parlez de chroniques en vidéo, peu importe le réseau social, n'hésitez pas à aller lui laisser un petit message pour demander à chroniquer son livre, parce qu'elle galère à trouver des chroniqueurs. Et puis moi j'aime bien aussi parler de temps en temps des auteurs auto-publiés. Ce sont des auteurs dont on parle trop peu sur Booktube et les réseaux sociaux de manière générale, et pourtant en auto-publication on peut vraiment trouver des pépites. Après, je comprends totalement avec les centaines de romans qui paraissent par mois, qui sont publiés par les maisons d'édition, mais vraiment, des fois, on trouve de vraies pépites et même des fois des travails d'auto-d'édition mieux réalisés que de ce que peut faire certaines maisons d'édition. Et je vous encourage aussi à essayer de découvrir des auteurs autopubliés. Donc pour celui-ci, j'ai malheureusement un avis un peu plus mitigé, mais aussi j'ai plus de points positifs que de points négatifs. On est dans une ambiance de cyberpunk. Alors je n'ai pas du tout l'habitude de lire du cyberpunk. C'est d'ailleurs le premier roman de ce style-là, enfin de ce registre-là, que je lis. Et du coup, je l'ai quand même demandé à l'autrice, puisque je la suis depuis maintenant quelques mois sur Twitter. Et je sais qu'elle demande souvent à ceux qui la suivent si ils sont chroniqueurs et s'ils veulent chroniquer son roman. Et du coup, c'est pour ça que j'ai accepté de chroniquer le sien. Mais c'est vrai que je n'avais jamais lu de cyberpunk. Après, elle mêle énormément la science-fiction à de la fantasy. Il y a beaucoup de fantasy qui est présent dans son univers, et c'est ça qui, je pense, m'a aidé à mieux aimer ce roman, à mieux me le représenter, puisque vraiment je me lançais dans un genre qui m'était encore inconnu pour le moment. Et donc on va suivre Rita Kern, qui fait tout pour survivre dans une société où elle est considérée comme quelqu'un qui n'a pas d'importance par rapport à sa race. Et la race en fait la rejette, puisqu'elle a intégré une sorte de police, mais elle n'avait vraiment pas le choix par rapport à son passé. Elle va se retrouver mêlée à une grande enquête, à un gros complot auquel elle va devoir enquêter. C'est un univers assez violent là aussi. On retrouve cette violence dans les propos des personnages que je mentionnais dans Les Choses Immobiles. Les personnages là aussi n'ont pas eu une vie facile et continue à vouloir se battre pour survivre et faire même mieux que survivre, vraiment essayer de trouver
un sens inexistant à leur vie. On retrouve vraiment toute la violence dans le langage des personnages, dans les dialogues. Là, il y en avait peut-être même un peu trop pour moi, même par rapport aux choses immobiles, je veux dire, il y en avait peut-être un peu trop pour moi de cette violence-ci, dans le vulgaire, je veux dire, un peu trop de vulgarité, ce qui faisait que des fois je buguais un petit peu sur les propos de certains personnages, notamment de l'héroïne. J'ai eu beaucoup de mal avec l'héroïne au début du roman, puisqu'elle a un caractère très différent du mien, et surtout un caractère dont j'ai de plus en plus de mal à apprécier dans les romans. Vous savez, ce genre de personnages qui ne prennent pas suffisamment le temps de se poser pour réfléchir à leur situation, qui foncent et qui vont regretter après coup de ne pas avoir suffisamment réfléchi avant d'agir. L'héroïne est quelqu'un de très têtu. Vu sa situation, elle mériterait d'écouter davantage les conseils de ceux qui l'entourent, des rares personnes qui lui font confiance et qui tentent de l'aider. Et pourtant, elle n'en fait qu'à sa tête. Alors, ça s'améliore un petit peu vers le milieu du roman, par là. Elle commence à prendre conscience des difficultés et du problème de ce dans quoi elle s'est lancée, enfin dans la quête dans laquelle elle s'est lancée. Et du coup, elle prend un peu plus de temps pour réfléchir avant d'agir et de savoir quoi révéler par rapport à ses coéquipiers qui l'aident et aussi à leurs ennemis. Elle prend un peu plus de temps, mais c'est vrai qu'au début, j'ai eu beaucoup de mal avec son caractère. Mon personnage préféré, je ne vais pas le désigner ici puisque j'en parlerai dans ma chronique de blog que je vous invite à cliquer en barre de description puisque vous y retrouverez également une interview de 5 questions avec l'autrice sur son roman et vous pouvez considérer la chronique de mon blog comme une sorte de plus par rapport à ma chronique de vidéo. Voilà, comme une sorte de bonus, on va dire, où je développe davantage de choses par rapport à ce que je dis ici. Et du coup, il y aura plus de risques de spoil dans la chronique écrite que je cacherai au cas où. Il vous suffira de surligner le texte pour voir les spoils. Un point positif dans la narration, c'est que l'autrice prend vraiment le temps de développer ses personnages avec beaucoup de flashbacks sur le passé des personnages qui permet à nous de mieux comprendre pourquoi ils agissent comme ça dans leur présent. Et ça, c'est un point que j'ai beaucoup aimé découvrir Alors, il y en a assez souvent. Au début, j'ai eu peur que ça me bloque par rapport à la fluidité de ma lecture, par rapport au rythme de lecture aussi. Et en fait, pas du tout. Ça m'a pas du tout bloqué. J'ai trouvé que c'était fait de manière assez rythmée, que c'était très bien construit et que justement, on avait l'occasion d'en savoir plus sur le passé des personnages. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve qu'elle a très bien développé dans son roman. Donc oui, les personnages sont vraiment le gros point fort pour moi de son roman. Et son univers aussi est vraiment très intéressant à découvrir. Comme je le disais, je ne connais rien au cyberpunk, donc je ne peux pas dire à quel point c'est maîtrisé par rapport à ce genre, mais comme il y a beaucoup d'intégration de tout ce qui est fantasy par rapport aux créatures, tout ça, il n'y a pas tant de magie que ça, mais c'est surtout un bestiaire qu'elle a développé elle-même qui est assez intéressant à découvrir, notamment par rapport au Mandar Seed, donc la race dont fait partie Rita. C'est très intéressant à découvrir. Par contre, au niveau de l'intrigue, il y a quand même pas mal de choses qui sont assez prévisibles pour moi. Voilà, dans l'ensemble, ça reste un roman que j'ai plus apprécié que je n'ai pas apprécié. Pour un premier roman, je trouve que ça fait très bien l'affaire et on sent toute la passion qu'a l'autrice dans son histoire. Et enfin, passons au seul roman qui n'est pas un service presse que j'ai lu. Il s'agit de La Mise Rouge, écrit par Véronique de Haas, qui est un roman policier qui se passe à la fin de la Première Guerre mondiale.
On va retrouver un ancien soldat qui est un peu traumatisé par la guerre qu'il vient de vivre, qui va devenir commissaire, je crois, c'est ça le grade exact qu'il intègre dans la police, et il va devoir enquêter sur une affaire de meurtre en série assez étrange qui commence par des corps de prostituées qui sont retrouvés dans la rue. Du coup, la police ne fait pas vraiment attention à cette affaire, comme il ne s'agit que de prostituées. Sauf que l'une des prochaines victimes, c'est un représentant chinois qui sera tué dans une maison close, et à partir de là, la police ne va pas avoir le choix que d'enquêter sur cette affaire. J'ai beaucoup aimé, là aussi ce n'est pas un coup de cœur, mais ça frôle vraiment le coup de cœur. J'étais à ça d'attribuer le coup de cœur, sauf que j'ai eu du mal avec le rythme à un moment donné de ma lecture. J'ai trouvé quelques lenteurs, et du coup c'est ce qui fait baisser un petit peu ma note sur ce roman-ci. Mais par contre, j'ai adoré découvrir les personnages, j'ai adoré découvrir l'intrigue. Il y a un duo de détectives que j'ai adoré suivre, que bien sûr je n'ai pas pu m'empêcher de shipper ensemble, hein. On n'est pas fan de romans policiers et de Sherlock Holmes Watson pour rien. C'est vraiment un duo de détectives que j'ai adoré suivre, adoré rencontrer. Il n'y en a pas un qui est moins intelligent que l'autre, et ça j'ai vraiment beaucoup apprécié que le personnage principal ne soit pas le détective hyper intelligent et considère tous les autres comme des moins que rien, ou les font passer pour des imbéciles. Là, c'est pas du tout le cas. Il y a un bon équilibre dans cette équipe de police. Et j'ai beaucoup apprécié la manière, cet équilibre qui se retrouvait dans ce duo de détectives que j'adorerais retrouver en fait, mais après malheureusement il n'y a pas forcément matière pour ce que l'autrice poursuivre avec un autre roman avec ces mêmes personnages aussi. J'aimerais beaucoup qu'elle le fasse, mais il n'y a rien qui indique que ça va être le cas. C'est vraiment un duo de détectives que j'ai adoré suivre du début à la fin. Par rapport à l'enquête, pareil, j'ai beaucoup aimé le fait qu'on ait les indices en même temps que les personnages et que l'on puisse vraiment suivre l'affaire en même temps qu'eux. Moi, c'est vraiment ce que je recherche à la base dans un roman policier, c'est de pouvoir enquêter en même temps que les personnages, et là c'était vraiment le cas. Alors bon, du coup j'avais quand même une petite piste de résolution de l'affaire avant la fin du roman, avant qu'il ne révèle le vrai coupable. Honnêtement, l'affaire est très bien menée, elle est vraiment hyper intéressante. On sent que l'autrice maîtrise l'époque de son roman. Elle intègre plein d'éléments, que ce soit culturel, politique, historique, qui fait qu'on entre vraiment tout de suite dans l'ambiance de ce roman historique. On ressent pleinement les descriptions par rapport à l'époque, et ça c'est aussi un point que j'ai énormément apprécié. Donc vraiment le seul fait que ce soit pas un coup de cœur, c'est ce petit relâchement dans le rythme de lecture que j'ai ressenti à un moment donné. J'avoue que je n'ai pas pu m'empêcher de sauter quelques pages de lenteur, mais vraiment dans l'ensemble ça reste un très bon roman policier. Je vous invite vraiment à découvrir ce roman-ci. Voilà, donc c'est tout pour moi pour ce bilan lecture. Comme vous pouvez le voir, je n'ai aucune déception au mois de septembre, même si c'est un mois qui a été du coup assez pauvre en termes de lecture. J'ai quand même pu lire 3 romans. Il y en a 2 qui sont toujours en cours, que du coup je chroniquerai au mois d'octobre, qui risque pour le coup d'être un peu plus conséquent. Je vise dans les 8 lectures pour le mois d'octobre, je pense. Donc il y aura peut-être très certainement 2 bilans différents pour le mois d'octobre. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pu lire au mois de septembre, si vous avez eu des coups de cœur, des déceptions, si vous avez lu ces romans que j'ai présentés ici, si je vous ai donné envie de les découvrir. Dites-moi tout ça en commentaire, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.